Bonjour, bienvenue sur Good Morning CHU, on est heureux de vous recevoir. Bonjour. Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir parce que, en fait, vous êtes un homme qui fait de la danse Amérique latine, de ce qu'on m'a informé. Oui. Et c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes d'aujourd'hui, d'avoir une représentation masculine qui fait de la danse. D'accord. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes à se lancer dans la danse, enfin des gens masculins du coup, à se lancer dans la danse parce qu'ils ont peur de se faire moquer, tout ça. Et ils peuvent vous utiliser vous comme un exemple en disant mais regarde, Hugo La Francesca, il fait de la danse et pourtant il a réussi enfin voilà, et moi aussi je peux réussir et c'est pas pour autant que c'est une honte de faire de la danse. Il a fait des compétitions. Bah, si ça peut Voilà. aider comme ça, c'est Et super. ça aide aussi la jeunesse LGBT, en particulier les filles trans qui sont pas encore sorties du placard, D'accord. qui veulent faire de la danse mais qui osent pas. Et dans ce cas-là, elles peuvent vous utiliser comme exemple à leurs parents en disant mais regarde, Hugo Fonseca il fait de la danse, alors pourquoi pas moi aussi. Et donc D'accord. voilà, et donc je voulais juste vous remercier de faire votre métier et d'être un exemple pour la jeunesse. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, je sais pas si je mérite le fait d'être un exemple. Après, c'est sûr que c'est une opportunité aussi pour nous dans notre métier de pouvoir recevoir aussi une palette de gens très différents qui viennent de tous les milieux, qui ont un peu tous les parcours de vie. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déjà faire un groupe avec tout ça et de fédérer. Donc ça, c'est déjà une bonne chance. Et ensuite, au niveau de la communauté LGBT, alors moi, je me porte pas particulièrement, par exemple, dans mes cours, comme je dis, j'ai vraiment de tous les profils. Après, je sais que, par exemple, pour tout ce qui est danser femme-femme, homme-homme, tout ça, il y a aussi carrément des catégories spéciales et des structures qui existent aussi en France. J'espère, du coup, après, il faut du temps, mais éventuellement, effectivement, en monter une dans les prochaines années qui s'appelle du same-sex dancing. Donc c'est la même chose que ce qu'on fait, c'est des danses en couple et qui du coup au départ les gens viendraient dans le cours pour pas être, on va dire, effectivement stigmatisé parce que on veut être leader et on est une femme, voilà, donc ça peut être plus facile dans un cours particulièrement réservé pour ça. Et effectivement ça empêche pas qu'il y a déjà une inclusion qui est de plus en plus notable dans les soirées. Par exemple, dans les soirées, il y a beaucoup, selon les danses, de tous les types de couples qui dansent en toute, parce que c'est de la danse et que la danse c'est de l'acceptation. Donc on apprécie avoir sur piste deux hommes qui dansent ensemble, deux femmes qui dansent ensemble, un couple, des couples différents de tous les âges d'ailleurs, des gens plus âgés avec des gens plus jeunes. Et donc ça c'est déjà le cas dans les soirées où voilà. Après pour l'apprentissage, il y a encore peut-être effectivement besoin de progresser là-dessus, mais ça existe déjà en tout cas. Voilà. Donc c'est vrai que on a la chance d'avoir un support, la danse et le loisir de pouvoir partager ça, ouais. Est-ce que vous oseriez briser les codes et danser en compétition avec un homme ? Alors, ça existe déjà, donc je peux en comme parler vous un peu l'avez plus. dit, Voilà, il y a une fédération particulière qui est reconnue au niveau international d'ailleurs, qui a plusieurs concours par an. Notamment aussi les Gay Games l'année dernière qui était organisé à Paris. Il y a un couple justement bordelais, enfin deux couples bordelais d'une association qui s'appelle Hand to Hand, qui eux ont dansé carrément en fauteuil, donc avec couple fauteuil et couple marchand et fauteuil, wheelchair ça s'appelle. Et donc là par exemple voilà la fédération same sex ouvre à la compétition et également toute la partie on va dire wheelchair, handisport, etc. Donc c'est une preuve d'ouverture on va dire de notre discipline à tous les types finalement de personnes. Il y a effectivement beaucoup de personnes transgenres qui peuvent justement utiliser cette discipline pour justement faire de la piste, faire de la scène exprimer ce qu'ils ressentent et leurs valeurs sans être forcément jugés. Donc ça c'est déjà très bien. Après nous dans notre fédération en FFD je parle, donc c'est la fédération dans laquelle je danse moi, la Fédération Française de Danse. Il y a un règlement
plus strictes, où voilà, les filles peuvent danser ensemble étant jeunes jusqu'à une certaine catégorie d'âge. Ensuite, ils considèrent que, que dans la série, dans les catégories, ils peuvent comparer plus facilement un couple garçon-fille avec un autre couple garçon-fille que de comparer la production artistique de ce qui se dégage de deux femmes ou deux hommes et un couple. Voilà. Donc du coup, à part de faire éventuellement des catégories séparées, aujourd'hui il y a aussi des catégories de la FFD où il y a des filles qui dansent seules ou en groupe de filles seules, ça existe aussi. Mais ils n'ont pas encore ouvert, je dis pas encore parce que je pense que c'est une question de temps avant que ce soit ouvert. Pour l'instant, ça reste une fédération à part et internationale. Voilà. Il n'y a pas de fédération française de same-sex, enfin à ma connaissance. Il y a des associations qui sont affiliées à la fédération mondiale, mais je ne crois pas qu'il y ait une fédération française, à ma connaissance. Mais comme je dis, je ne suis pas encore hyper calé. Voilà. J'ai pas mal d'amis qui en ont fait. D'ailleurs, sur Lyon, il y a un champion du monde same-sex d'e-dance ou standard, qui participe en FFD à des compétitions nationales avec une partenaire femme. Voilà. Donc lui, il est sur les deux plans et voilà, il tourne beaucoup, il danse beaucoup. Et comment cette passion est apparue ? Alors moi, en fait, la danse, c'est un petit peu... ça a été une découverte tôt, puisque dans ma famille, les personnes dansaient déjà. Donc moi, j'ai commencé le sport à 6 ans et j'ai commencé par la gym. Donc c'est un autre sport artistique et où on a une compréhension du corps et une exigence au niveau des pointes de pied, des jambes. Et donc tout ça, déjà, ça me parlait beaucoup. Après, j'ai grandi et j'ai commencé à faire de la danse de salon, de la danse du rock, en fait, à 2. Je crois par le collège, il y avait eu un atelier, un truc comme ça. J'avais trouvé ça super cool. Et donc ça me rappelait, ça coordonnait un petit peu ce que j'aimais bien, de la musique, de la gym, tout ça. Donc ça, c'était une activité qui me plaisait. Et ensuite, une des partenaires de ce cours-là voulait continuer en association. Et donc elle m'a proposé de continuer avec elle. J'ai continué, puis j'ai été mordu. Et donc ça a été 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5... Voilà. Et donc j'en ai fait de plus en plus. Après, je suis passé à la compétition et j'ai jamais vraiment arrêté. Donc j'ai commencé, on va dire, si je dois donner des âges, la danse vraiment à prendre des cours vers 13 ans. Voilà, loisir, dans une association où j'étais forcément, parmi on était les plus jeunes du cours, etc. Et ensuite, j'ai commencé la compétition à 18 ans quand j'ai commencé les études supérieures, puisque je pouvais du coup mener les deux de front. Et voilà, après, je continue les compétitions encore aujourd'hui. Voilà. J'ai 27 ans. Donc en fait, vous avez commencé la danse parce que votre famille aimait beaucoup la danse. Du coup, ça a été... Désolée. Non, c'est moi. Du coup, c'est quelqu'un de votre famille c'est dans votre famille qui dansait depuis des générations ou vous êtes le premier à avoir dansé ? Non. Alors moi en fait c'est rigolo, disons que mes grands-parents dansaient, c'est du côté plutôt maternel. Donc mes grands-parents dansaient, ma mère avait appris à danser, ma grande sœur avait appris à danser étant petite et moi comme je faisais déjà beaucoup d'autres activités, on m'avait laissé tranquille. Et puis il y avait d'autres choses qui faisaient que eux parallèlement avaient un peu arrêté de sortir et tout ça, puisque élever 2 enfants et tout, on sort moins forcément. Donc eux la danse ils l'avaient mis un peu de côté. Et donc moi j'ai été finalement celui qui a commencé le plus tard. Par contre, c'est moi qui ai été un petit peu le plus loin, parce que finalement tout le monde était resté un peu en loisir dans des cours un peu d'ensemble, et c'est moi qui ai été en compétition ou qui donne des cours. Enfin, finalement c'était plus ma passion à moi, même si c'est moi qui l'ai découvert le plus tard dans la famille. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que j'avais déjà, je baignais déjà un petit peu dedans, je savais quel était ce monde-là, je découvrais pas tout en fait. Mais j'ai su que tard que c'était vraiment ma passion principale. J'avais déjà un fort attrait pour le sport, pour l'artistique aussi, parce que je faisais de la gym, je faisais du piano aussi parallèlement, donc il y avait un côté musical, et donc pourquoi pas la danse, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair avec le recul, la maturité, que la danse, c'était vraiment ma passion, et que tout ce que j'ai fait autour, finalement, m'apporte encore aujourd'hui beaucoup pour nourrir cette passion-là. Donc Voilà. vous n'êtes pas le premier, mais vous êtes celui qui allait plus loin. Voilà, dans ma famille, hein, voilà. Et est-ce que tout le monde dans votre famille et dans votre cercle amical vous soutenez dans votre pratique ? Oui, en fait, ça a été une évidence un peu pour tout le monde, finalement. On m'a vite vu dedans.
peut-être que plus jeune, mes parents mettaient pas de réserve, mais disons que j'avais la chance aussi à côté d'avoir des bons résultats scolaires. Donc ils m'encourageaient aussi à voir qu'est-ce que je pouvais faire au niveau universitaire ou scolaire. C'est des parents, donc ça les rassure plus de se dire que bon, ouais, notre enfant il est capable de faire de l'art ou de donner des cours, mais il peut aussi peut-être avoir une roue de secours. Donc du coup ils m'ont un petit peu poussé, enfin ils m'ont pas poussé du tout en fait, je dis pas ça. Ils m'ont plutôt encouragé à aussi voir comment je pouvais me nourrir différemment et pas forcément me lancer de suite dans le sport et quelque chose qui m'enferme dedans. Et puis ça m'a permis en plus, avec le recul, d'être encore, enfin, d'avoir des armes supplémentaires pour donner des cours aujourd'hui, m'adapter, parce que moi j'ai fait des études de commerce après le bac international où j'ai pu continuer des langues étrangères, voir des cultures étrangères. Et aujourd'hui finalement j'ai trouvé l'étranger devant moi. Dans tous les cours, les gens sont différents, ou des fois des cultures différentes sans que j'ai besoin d'aller voyager. Et l'adaptation que j'ai appris par les études et mon parcours, aujourd'hui m'aide beaucoup pour pouvoir communiquer au mieux avec mes élèves, que ce soit de façon personnelle dans un cours privé ou d'une manière générale, dans un cours collectif. Donc ça m'a beaucoup apporté avec le recul et je pense que si j'avais de suite, si j'étais parti directement dans la danse sans avoir finalement vu que j'étais capable de faire aussi autre chose, de me nourrir autrement, peut-être que j'aurais pas aujourd'hui les mêmes capacités en tant que prof et en tant que danseur, quoi. Donc voilà, on m'a toujours soutenu, mais moi j'ai voulu faire aussi autre chose au départ. Mais du coup, aviez-vous d'autres choix de carrière avant de devenir Oui. Alors moi j'ai fait des études de commerce, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai fait des études de commerce, où on partait. Alors, c'était des études de commerce tournées vers l'international, donc on avait pas mal de langues étrangères et de cultures. Comme je disais, c'est un peu ce qui m'a beaucoup plu, en fait, aller vers l'autre, et savoir comment gérer un peu tout ça. À la suite de mes études, après, j'ai fait une licence. Après, j'ai monté une boîte, en fait, avec un pote de promo. Donc, c'était une boîte de commerce un peu plan-plan, où tu fais des clients. C'est très bien et tout ça. Maintenant, avec le recul, j'y passerai plus autant de temps, mais ça m'a beaucoup apporté. J'ai monté une boîte, donc quand même à 21 ans, qui a fonctionné. Ensuite, la danse était en parallèle et on m'a beaucoup proposé en fait d'opportunités via la danse. Et donc à un moment donné, il a fallu aussi choisir vers quoi je voulais me diriger. Et c'est vrai que je trouvais beaucoup plus épanouissant pour moi le côté danse, puisque j'arrivais à trouver déjà une bonne stabilité de vie. Je faisais ce qui me plaisait tous les jours, je voyais des gens rayonnants, sympathiques, donc c'était beaucoup plus, ça s'est un peu plus imposé à moi, alors que au départ j'étais plutôt parti pour monter une boîte et un jour éventuellement avoir le temps de dégager le temps pour faire de la danse, quoi. Et finalement la danse m'a rattrapé avant que j'ai eu le temps de faire autre chose. Mais ouais, j'étais parti sur autre chose. Alors, quel est votre style de vie en tant que danseur professionnel ? Alors, je sais pas si mon style de vie, c'est le style de vie de tous les danseurs pros, mais je vais donner quand même le mien. Parce que du coup, en tant que danseur en compétition, tous les danseurs en compétition donnent pas forcément des cours à côté autant. Ou s'investissent comme moi je m'investis dans des associations de loisirs, etc. Parce que quand on fait de la compétition, on a besoin de beaucoup progresser, de prendre le temps pour nous de se former, de s'entraîner, etc. Donc tout ce qu'on donne comme cours à côté, c'est du temps finalement qu'on a en moins pour s'entraîner. Donc moi j'ai fait le choix, parce que j'ai commencé la compétition tard, j'ai commencé la compétition à 18 ans, donc c'est pas tard pour la plupart des gens, mais pour les gens dans la danse, il y a des gens qui ont commencé la danse à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui en font depuis donc, des années. Ces gens-là, ils sont formés, ils ont grandi pour justement atteindre des places et des niveaux qui, nous, on va dire, dans notre danse, sont peu accessibles. Des champions de France, des champions d'Europe, qui du coup sont coachés énormément très tôt et qui sont suivis. Nous sur Bordeaux, on n'a pas la chance d'avoir une région qui est fournie en champions ou en titrés ou en gens qui sont d'un niveau suffisant pour former pour l'instant des gens à ce niveau-là.
Donc moi, étant à Bordeaux, commençant la danse tard, même si j'apprécie énormément et que je progresse et que je fais des petits résultats quand même, hein, j'ai bien conscience que ma place, moi, Hugo Lafrancesca, dans le monde de la danse aujourd'hui, dans la compétition, est pas forcément celle voilà, où même si j'y mettais tout mon temps aujourd'hui, j'irais pas forcément rattraper autant que ceux qui ont démarré beaucoup plus tôt. Donc j'ai fait le choix, je me suis dit voilà, moi aujourd'hui la compétition, c'est pas pour moi forcément faire une carrière monstrueuse. Par contre, c'est de l'expérience, énormément d'expérience que je garde en moi pour que plus tard, pour des élèves, je puisse les amener au moins à ce niveau-là avec l'expérience que j'ai eue moi. Parce que comme je le disais, à Bordeaux, on n'a pas la chance d'avoir les meilleurs coachs, les meilleurs couples et des gens qui t'inspirent et des gens qui sont au top. Donc le fait d'être sur le circuit de compétition, ça nous permet d'être toujours dans une fraîcheur, de voir ce qui se fait aujourd'hui, d'être inspiré, d'être d'avoir un petit peu voilà ce qu'on n'a pas si on reste chez soi, quoi. Donc la compétition, moi je m'en sers comme un outil plus à moyen terme que vraiment moi en tant que carrière professionnelle, tu vois. Je me définirais plus comme un prof de danse aujourd'hui qui fait de la compétition que comme un compétiteur prof de danse, parce qu'un compétiteur prof de danse, ça voudrait dire que ma priorité en vrai ce serait moi, et en fait que quand je compte les nombres d'heures que je donne des cours et le nombre d'heures où je m'entraîne, je suis prof. Voilà, après c'est un choix, mais donc je l'accepte très bien. Après voilà, je prends tellement de plaisir aussi à transmettre et à coacher que j'en suis pas triste du tout de pas me dire que je serai champion du monde, au contraire. Mais par contre voilà, je continue parce qu'aussi c'est une exigence quand on est il y a des gens qui de tempérament savent être exigeants envers eux-mêmes sans avoir d'échéance particulière. Moi, le fait d'avoir des concurrents, des dates importantes où je dois être prêt, etc., ça m'oblige à une rigueur, ça m'oblige à travailler, parce que voilà, quand on est compétiteur ou qu'on est prof ou qu'on est danseur professionnel, on essaye d'avoir des entraînements physiques, des entraînements où on s'étire, des stretching, des entraînements éventuellement aussi des renforcements plus cardio, plus musculaires. Donc tout ça, il faut le caler dans la semaine. Il faut pouvoir se reposer aussi, parce que quand on a fait des heures de muscu et qu'après on enchaîne 3 heures de cours collectifs avec des gens, il faut bien se reposer entre les deux, sinon à un moment donné on n'est pas apte à faire correctement ce qu'on doit faire. Donc tout ça, c'est un jeu d'équilibre un petit peu entre les moments de compétition où on doit être prêt, les moments où on est un peu plus on a moins de compétition, on peut plus se pencher sur les élèves et sur en même temps notre progression, etc. Donc il n'y a pas de journée type. Ce que je peux dire, c'est que forcément un compétiteur s'entraîne beaucoup et prend du temps pour lui, et il a peu de temps pour les sorties, les anniversaires, les choses comme ça, malheureusement. Et ensuite, les profs, généralement, les soirées sont prises par les cours, les week-ends sont pris par les stages, donc voilà, quand c'est pas les compétitions. Donc c'est une vie de passionné, en fait. C'est-à-dire que je suis très heureux de ça, mais voilà, on a une vie où les soirs on rentre tard et on a fait tout ce qu'on a aimé dans la journée, voilà. Et à quoi ressemble le milieu de la compétition, du coup ? Oula. Alors ça, c'est une bonne question. Le milieu de la compétition. Alors, je vais vous dire comment moi je le vois. Pour moi, le milieu de la compétition et le milieu du loisir, c'est peut-être vrai pour d'autres domaines. Oui. Pour nous, je trouve que les deux ont besoin l'un de l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas, en étant compétiteur, dédaigner le loisir, parce que finalement, on voit bien que les compétiteurs, ils donnent des cours à qui pour pouvoir se former à des loisirs, pour avoir du coup les moyens de pouvoir se former eux. Donc déjà, il y a besoin du loisir. Ensuite, le loisir a besoin de la compétition dans l'autre sens, parce que justement, comme je disais, ça permet de grimper un peu le niveau, de voir comment on peut évoluer. Moi, depuis que j'ai commencé la danse, la compétition, les techniques de danse, de corps, de présentation, le look, tout a évolué avec, par exemple, voilà, même les tissus, tout a évolué en fonction de l'époque. Et donc disons que rester à la page aujourd'hui, ça nécessite avoir une vision de ce qui se fait, de ce qui se présente au top.
Et du coup, après, dans le loisir, on peut arriver à donner quelque chose de loisir, mais de frais, d'actuel, et de pas, en fait, faire des cours Faut savoir qui... s'adapter en fonction du temps. Un petit peu, voilà. Et donc, pour moi, la compétition, elle est surtout nécessaire, elle est indispensable même pour ça. C'est-à-dire que c'est un milieu où, au-delà de la compétition... parce que dans un sport comme, je sais pas moi, l'automobile ou la natation, c'est celui qui tape en premier, c'est celui qui passe la ligne d'arrivée en premier qui est premier. Nous, on est sur un sport artistique où il y a du jugement, on va dire, de ce qui se dégage, beaucoup d'implicite en fait, et beaucoup de subjectif. Donc du coup, les objectifs sont pas les mêmes. On sait que dans une finale, nous, il y a 6 couples. Donc déjà, être dans la finale, c'est le top pour nous. Et après, tu as être sur le podium et être premier. La compétition, ça permet d'avoir justement un éventail. Dans la finale, on a un éventail. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, le 4e, le 2e, le 3e, tout ça, ils ont à peu près le même niveau technique. Par contre, on a défini un panel de ce qui se dégage d'aujourd'hui, ce qu'on a envie de voir. Donc c'est comme pour les Miss, il n'y a jamais 6 blondes, 6 blacks, 6 grands. Il y a un échantillonnage. Et donc ça permet justement aux gens en loisir de pouvoir se reconnaître et pouvoir se dire mais si moi un jour je veux m'investir, ça pourrait ressembler à ça quoi. Et donc du coup, sans la compétition, on n'aurait pas de l'innovation en termes chorégraphiques, en termes de look, en termes de musicalité, voilà. Et donc pour moi la compétition c'est surtout un milieu comme ça. Après les gens sont plutôt sympathiques quand même, parce que à un certain niveau on a compris que voilà justement le plus gros adversaire en fait c'est nous, c'est pas les autres. Donc en fait les autres on apprend à les accepter. C'est un petit peu, si tu veux, on voit pas après la piste comme un ring de boxe où tout le monde est en train de se battre, mais plutôt comme une cour de récréation à laquelle n'importe qui a le droit de jouer au jeu qu'il veut, et après c'est au juge de définir quel jeu il préfère. Mais on n'est pas obligé du coup de dire que les autres forcément valent rien. On apprend en fait à faire de la compétition pour nous-mêmes. Donc ça, je dirais à un petit niveau, il y a peut-être un petit peu de gens un peu superficiels qui aiment bien être dans la piste parce que forcément on est vu, on est photographié, on est bien apprêté, on a des jolies robes, des jolis on est des beaux vêtements. Donc c'est sûr que c'est valorisant, ça brille, voilà. Donc au départ il y a des gens comme ça, mais la danse c'est un support qui demande tellement de rigueur, tellement de travail sur soi-même, qu'au bout d'un moment, y a un écrémage qui se fait, et à un certain niveau, les gens qui sont dans la compétition, finalement, voient pas la compétition comme quelque chose pour eux de valorisant, mais plus ils le font pour la danse, en général. Et là où je trouve que du coup, ça, c'est un milieu qui est plutôt beau là-dessus. Voilà, par rapport à d'autres sports de compétition que j'ai fait, comme la gym ou la voile, où à haut niveau, il peut y avoir des gens passionnés et humainement... pas forcément foufou, alors qu'à la danse quand même on trouve des gens qui ont tellement travaillé sur eux pour en arriver là, qui ont du coup forcément aussi travaillé avec des gens à un certain niveau de conscience qui font que c'est un milieu où il y a des gens passionnants quoi. C'est surtout ça aussi, passionnant. Et voilà. Donc moi, le milieu de compétition, il y a de tout, mais moi j'essaye de voir surtout le positif. Voilà. Vous faites de la danse Amérique latine voilà, latino-américaine, c'est ça. Latino-américaine, désolé. C'est pareil. Et du coup, qu'est-ce que la danse Amérique latine latino-américaine, désolé. C'est pas grave. Et est-ce que vous en pratiquez d'autres ? Alors, effectivement, là, je replace dans les danses de compétition que je pratique. En fait, il y a 2 concours principaux, les danses latines, donc latino-américaines, et les danses standards. Dans les danses latines, il y a la samba, le cha-cha, la rumba, le paso et le jive. Donc dans ces danses-là, il y a des danses qui viennent de Cuba, des danses qui viennent du Brésil, des danses qui viennent d'Amérique. Du coup, le jive, c'est du rock. Le paso doble, c'est un petit peu plus hispanique. Donc ils ont gardé dans les latines, et dans les standards, on a la valse, le tango, le slow fox, le quick step, c'est les longues robes, c'est les danses un petit peu plus, on va dire, classe. Voilà. Donc moi, avec ma partenaire actuellement, je fais que les danses latines, même si quand j'ai commencé, je faisais les 10 danses. D'accord. Sauf qu'après, 10 danses, ça prend beaucoup de temps.
Donc du coup, moi, ma partenaire, elle a aussi une autre vie, elle fait pas que de la danse, donc du coup, on peut pas s'entraîner pour autant de danse. Donc on a décidé de se spécialiser en latine, mais dans mes cours, j'apprends les 10, dans les cours que je donne, j'apprends les 10 danses de salon. Et les danses latines, du coup, bon, je les ai énoncées. La question, c'était qu'est-ce que c'était les danses latines? Non, ouais, c'était qu'est-ce que les danses latines, mais vous avez Et répondu. si j'en fais d'autres c'est- aussi. Voilà, exact. Alors, il existe aussi beaucoup d'autres danses de couple. Alors, moi, je fais quelques autres danses comme la salsa cubaine, le West Coast ou d'autres danses à deux que j'ai pu du coup découvrir quand j'étais élève plus souvent que prof. Maintenant que je suis compétiteur dans des danses particulières qui nous prennent énormément de temps, j'avoue que c'est plus difficile de se former dans d'autres choses. Donc aujourd'hui, je pratique moins de danse extérieure à ce que je fais en compétition. Mais c'est pas dit que dans le futur, quand j'aurai arrêté la compétition, je prenne pas le temps de m'y pencher. Mais voilà, la compétition, ça nous demande vraiment du temps de progresser sur déjà ce qu'on sait faire. Et donc voilà, on n'a pas le temps de faire beaucoup d'autres choses, quoi, malheureusement. Est-ce vraiment différent du coup par patinage artistique roulette et danse latine? Alors, Enfin, danse. oui, il y a quand même beaucoup de choses différentes. Donc moi, c'est un peu nouveau le patin, ce milieu-là pour moi. J'ai un peu démarré cette année à entraîner. L'année dernière à vraiment m'y mettre, à prendre un peu contact. Parce qu'avec ma couturière, du coup, on a avec un club à Cestas la même couturière. Donc c'est comme ça que j'ai pu un petit peu découvrir ce sport, qui est un sport artistique assez intéressant. Et en fait, je le vois, c'est marrant parce qu'il fait un peu le parallèle entre ce que je connais de la gym, ce que je connais de la danse et ce que je connais de la voile. Dans le sens où, là, c'est un peu rigolo, vous allez comprendre. En fait, alors par rapport à la gym, déjà, il y a tout le côté acrobatique. Voilà, dans le patin, par exemple, il y a des sauts, il y a des pirouettes, il y a des éléments techniques difficiles, comme à la gym, il y a des éléments, des acrobaties, des diagonales, au milieu d'un enchaînement artistique, si vous voulez. Alors qu'à la danse, c'est plus un show, c'est une performance tout le long, il n'y a pas... comment dire, des moments d'éléments techniques particuliers. Tout est une performance artistique, quoi. Alors à la gym, c'est des éléments sans réellement performance artistique. C'est un peu plus séparé. Et là, au patin, déjà, j'ai les deux choses. Et ensuite, pourquoi la voile? Parce que le patinage, c'est une stratégie de préparation. Et là, je me retrouve beaucoup plus avec la voile, où on définit beaucoup plus dans le travail en amont, comme avant une régate, comment le vent va tourner, etc., etc. Là, disons que comme le patineur il est seul en piste, il a moyen de définir tous les paramètres. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, de préparation. Et là, je me retrouve pas mal dans mes petites affaires. Et c'est un sport que je trouve très intéressant parce que par rapport à la danse, en fait, on évolue en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a du coup hauteur, profondeur, tout ça, comme les gens normaux. Et avec le patin, il y a une 4e dimension qui est la vitesse. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait rien, en roulant, fait quelque chose. Et donc forcément, ça donne un aspect au mouvement encore plus intéressant et des possibilités qu'on peut pas forcément toujours avoir à la danse. Puisque nous, l'idéal pour nous, c'est d'être ancré et de presque pas bouger, j'ai envie de dire. Celui qui glisse, il tombe. Alors que là, on est dans un mouvement perpétuel ou dans des arrêts. Bref, il y a une variation de vitesse. Et c'est ça qui est super intéressant à travailler, en fait, avec cette discipline, je trouve. Voilà. Je trouve ça super impressionnant aussi, des gamins et des gamines qui tombent, qui s'éclatent par terre et qui remontent 2 secondes après, genre j'ai pas mal. Ça me bluffe à chaque fois, alors que je trouve ça super impressionnant, voilà, d'avoir autant de volonté, de détermination. Voilà, je retrouve beaucoup de très belles valeurs dans ce sport. Et c'est un sport aussi où ça partage beaucoup, où l'ambiance est très bonne aussi. J'ai pu remarquer dans les compétitions que j'ai pu voir, dans les gradins, etc., entre les patineurs, entre les coachs. Donc voilà. Et du coup, vous avez des facilités?
Des Enfin, les facilités, oui. Alors en fait j'apprends encore, hein, toujours je leur répète aux patineuses que j'ai en face de moi que moi je sais pas faire de patin, que moi je sais m'occuper du corps qu'il y a au-dessus, qu'éventuellement je peux aider à tout ce qui est conception de la chorégraphie, etc. Mais je peux pas être persuadé comme avec la danse par exemple de ce que je propose. À la danse je sais que ce que je propose c'est réalisable, alors que au patin je vais proposer sans être certain que ce que je vais proposer va les aider réellement. Je me rends compte par rapport au poids du corps, par rapport aux rotations, etc. Mais j'apprends encore beaucoup. Et notamment, j'apprends aussi à reconnaître les pas techniques. Parce que à un moment donné, si on veut aider réellement le patineur, il faut aussi se mettre à sa place. Pour le coup, moi, je monte pas sur patin aussi. Pas parce que j'aime pas ça, au contraire, mais parce que ce serait risqué de monter alors que je sais pas faire de patin, de tester des trucs, de me faire mal. Et là, c'est les cours de danse à l'arrêt, la compète à l'arrêt. Donc, je peux pas non plus passer par là. Je peux pas me dire j'achète des patins, j'essaye chez moi et puis je leur montre un truc bien propre, quoi. Donc du coup, il faut que je sois avec elles. Je suis souvent sur pied. Elles font le travail ou sur pied ou en patin. Et donc on évolue. Donc ça prend des fois plus de temps. Voilà, je suis moins efficace, je dirais, qu'avec la danse. Parce que moins rapide à proposer, mais c'est toujours aussi stimulant pour moi. Ouais, voilà. C'est un nouveau challenge. Tout à fait. Après, là où aussi c'est différent, c'est qu'avec les danses latines, on a des tempos et des danses qu'on connaît, donc on sait dans quoi on navigue et on peut proposer des choses, c'est déjà défini à l'avance. On me demande un cha-cha, tac, je fais un cha-cha, je connais le rythme, bim bam boum. Là, chaque patineur a choisi déjà, les morceaux sont longs, c'est-à-dire que nous on danse en compétition, une danse c'est 1 minute 30, à fond, hein, mais 1 minute 30. Les patineurs, eux, c'est pratiquement entre 3 et 5 minutes de patinage tout seul. C'est énorme. Donc il y a plusieurs musiques, il y a toute une évolution. Et donc moi, ça me permet aussi de créer artistiquement dans des rythmes que j'ai pas l'habitude, puisque c'est pas des sambas, c'est pas des cha-cha, c'est pas des rumbas, c'est pas des valses. Ça peut être des valses. Mais en tout cas, oui, c'est différent parce qu'aussi, voilà, il y a une palette de musique, de tableaux, de propositions qui est bien supérieure à nous, le format compétition de danse latine qu'on veut. Voilà. D'accord. Donc c'est complémentaire, je dirais. Du coup, merci Hugo d'être passé dans Good Morning CHU. Mais merci à vous de m'avoir reçu. Du coup, de nous avoir parlé de votre métier de danseur et donc de votre passion. Merci à vous beaucoup. Et dernière question, vous disiez pain au chocolat ou chocolatine? Ah, moi c'est chocolatine, hein, team chocolatine, yes, direct. Yes, chocolatine, merci on est beaucoup. d'accord, on est dans le sud. C'est ça. Au revoir sur Good Morning. Au revoir, au revoir.